Jing, soldat chinois du 14e d'infanterie motorisée, sentait déjà l'odeur de la poudre à des kilomètres. Des centaines de véhicules étaient en route pour encercler la mêlée. Quoi qu'il arrive, les orques ne doivent pas s'échapper, encore moins leur chef. Ils étaient confiants, plus nombreux, bien entraînés, bien équipés, terriblement plus précis, mais bien moins résistants. Un orque, tu peux lui taper dessus autant que tu veux, il tombera pas. Alors que lui, un coup. Pas deux. Ils le savent tous, la victoire se jouera sur l'encerclement et l'efficacité des forces engagées au cœur du combat. Plus ils feront perdre de temps aux orques et plus l'humanité aura ses chances. Ils se répétaient, on va la gagner, c'est bon, c'est sûr. Mais la peur, le doute, l'appréhension d'avant chaque bataille, ça ils connaissaient. Mais là, il y avait quelque chose de différent. Savoir qu'une pièce d'à côté ça peut être un piège mortel, c'est une chose. Mais voir l'ennemi te foncer dessus, c'en est toute une autre. Surtout quand cet ennemi c'est une masse de muscles bestiales née pour la guerre. Le vent, claquant son visage, alors que leur jeep fonçait à travers ce terrain accidenté par les obus orques tombés de ci de là. Ils voyaient les colonnes de fumée s'élever du champ de bataille lointain, et voulu parler à leur conducteur juste 30 secondes pour penser à autre chose. Le souci, c'est qu'ils avaient tous des bouchons d'oreilles. Et en même temps, heureusement, ils n'entendaient qu'un son étouffé, mais le vacarme de la WAG était très distinctif. Et ils le savaient, même pour tout l'or du monde, ils n'auraient jamais retiré ses protections. Au-dessus d'eux, des hélicoptères venus de toute l'Asie volaient en basse altitude en mitraillant presque au hasard. Mais tu sais, quand t'as une chance sur deux de toucher quelque chose, et que tu tires 50 cartouches à la seconde, c'est plus vraiment un souci. Mais même si ça semblait logique, Jing en était pas moins préoccupé. Il était un soldat bien entraîné, et on lui avait appris toutes les tactiques de la guerre moderne. Alors, foncer tout droit sur un ennemi pareil, en tirant sachant que son entraînement servirait presque à rien une fois au contact, ça a vraiment quelque chose de flippant. Et quand il y a eu une munition orque grosse comme son poing qui a immobilisé la Jeep juste à côté d'eux, il y a eu une légère hésitation dans la conduite de leur pilote. Les deux camps s'arrosaient joyeusement, mais là où les orques encaissaient comme des bûches, on pouvait pas en dire autant des humains. C'est pour dire, avant même d'atteindre leur premier objectif à 800 mètres de la mêlée, il y a eu la moitié du convoi qui a fini immobilisé. Mais désormais, tous les problèmes stratégiques, c'était plus vraiment le problème de Jing. Lui, il était plutôt occupé à se plaquer au sol, seul survivant de cette Jeep après qu'un tir en ait arraché la moitié. Il avait juste eu le temps de sauter, mais atteindre la ligne de front à pied avec des balles qui volent au-dessus de sa tête, c'est un peu optimiste. D'autant plus qu'il y avait un dicton qui avait commencé à circuler parmi les soldats. Plus t'es loin d'un orque, mieux tu te portes. L'artilleur allemand Elias Hartmann observait la marée verte en ébullition, les tirs fusant dans toutes les directions. Et il avait beau être à 3 bons kilomètres, le bruit allait finir par le rendre sourd. Parachuté sur une colline bien loin de la mêlée pour cibler les plus gros véhicules orques, ce job devrait pas être compliqué sur le papier. Les orques, ils ont tendance à fabriquer des véhicules gros, volontairement, stupidement gros. Mais c'est le chaos là-bas. Le plus dur, ce sera d'éviter les tirs amis. Au moindre obus partant à côté de la cible, il pourrait bien toucher un humain. Après tout le monde le sait, cette bataille ça va être une gigantesque boucherie. Et peu importe qui l'emporte, d'ici soir il y aura sans doute autant d'humains que d'orques étalés sur la plaine. Alors que la sueur perlait sur son front, déjà fatigué à jouer du marteau pour enfoncer les piquets de fixation du canon, Elias vit au-dessus de lui des avions parachutés des centaines d'hommes. Les meilleurs des meilleurs. Les forces spéciales sont déployées pour trouver et éliminer les spécimens orques les plus gros. Tout le monde avait été briefé, les luttes de pouvoir chez les orques sont très courantes. Alors flinguer leur chef, peu importe ce qui peut se passer, c'est assurer une victoire à moyen et long terme. En voyant tous ces guerriers sauter avec le courage dû à leur entraînement, Elias les observa et fit un salut respectueux à ces hommes envoyés pour un aller simple. Témoin 30 secondes avant le saut. Dylan, soldat de la Légion étrangère, repense à tout ce qui l'a amené ici. À son cousin Germain, Michel, resté en France. À son parcours, à son entraînement, mais aussi à sa mère, qui découvrira sans doute dans quelques jours la mission dans laquelle il a été envoyé, quand elle recevra l'avis de décès. Témoin 10 secondes. Il se prépare à sauter, tuer les chefs, c'est tout ce qui compte. Témoin 5 secondes. Couper la tête et le corps tombera. T 0 secondes. Il est sur le rebord, regardant en dessous de lui, une fraction de seconde, il a pas la moindre idée où atterrir. Jamais il avait été largué avec si peu d'informations. Et comme si ça suffisait pas, tout le champ de bataille était noyé dans la fumée. Il essaya de relativiser, de toute façon, au sol, ça aura pas beaucoup plus de cohérence. Au fond, tout ce qu'il espère, c'est d'avoir le temps de se battre, et pas de se faire cueillir à l'atterrissage. T plus 5 secondes. Mais comment les généraux ont pu venir à penser que c'était un bon plan? T plus 10 secondes. L'hésitation, c'est la défaite. T plus 15 secondes. Tuer les chefs, rien d'autre n'a d'importance. T plus 20 secondes. Un orque, gros, très gros, le tuer. Comment? Viser la tête. Ils sont très résistants, ne pas hésiter à vider un chargeur. Tout ce qui compte, c'est le vaincre. L'air était chargé de fumée et de sang. Lourde, humide. Artyom suffoqué, la gorge sec. Pourtant, le liquide encore chaud imprégnait ses vêtements. Il était recroquevillé dans le cockpit de son tank, un projectile orque avait traversé le blindage. Maintenant qu'il avait le temps d'y réfléchir et d'y repenser, leurs munitions sont juste super basiques. C'est rien d'autre que des gros bouts de métal en forme de balles catapultés de toutes les manières possibles, tant que ça fait un max de bruit. Et à l'intérieur de son tank, il avait fini par penser à tort d'être à l'abri.
Après vous savez, si vous encaissez plusieurs centaines de balles grosses comme un poing en 5 minutes, c'est normal de préférer penser être invincible que de paniquer à cause de la déferlante. Mais il avait fini par apprendre que le meilleur allié des orques c'était les probabilités. Et dans l'histoire humaine, les mathématiques ont souvent prouvé leur supériorité sur le champ de bataille. Si t'as qu'une chance sur 1000 de traverser un blindage, bah t'as qu'à être assez déterminé, c'est tout. En tout cas, ça c'est la logique orque avec leur quantité gargantuesque de munitions. Et pour eux, c'est ce qui s'est produit. Il y a eu qu'un seul énorme projectile qui a traversé le tank. Les 2 énormes trous du projectile laissaient à peine passer la lumière. Et pourtant, ça lui faisait un peu d'aération. En même temps, heureusement, vu que la moitié des systèmes électriques avaient lâché avec les 2 autres membres d'équipage éparpillés un peu partout. Alors, couvert de son immunité, il se mit à prier. Il était pas bien croyant, mais si une entité divine de toutes sortes et de tout poil pouvait lui venir en aide à lui et les soldats encore dehors, c'était bien le moment. Évidemment, rien de miraculeux se produisit, mais il s'attendait pas à grand chose, alors il se plongea dans un état quasi végétatif. Il faisait le moins de mouvements possible, respirait à peine. Sa radio, décrochée, posée à 30 bons centimètres de lui, diffusait des ordres de plus en plus incohérents et entrecoupés d'appels à l'aide. Mais au milieu de tout ce raffut de plus en plus indescriptible, un cri tonitruant coupa toutes les communications le temps d'un instant. « Ce truc, c'est moi qui le conduis maintenant! What ?» Gruk gambadait dans la plaine, c'était leur plus belle bataille depuis leur arrivée sur ce monde. Et Mignon, il était devenu son squeak de compagnie depuis que leur camion avait explosé. Il tapait à droite, à gauche, un humain lui planta sa baïonnette en tirant avant d'esquiver un revers de la main. Ah, ce petit malin, il savait qu'il avait la tête fragile. Mais s'il pouvait pas toucher son porteur, l'arme entre ses côtes était beaucoup moins mobile et l'éclata facilement d'un coup de poing. À cet instant, il vit une sorte d'émotion un peu bizarre dans le regard de l'homme. Il dégaina un couteau et un pistolet et commença à essayer de s'échapper. Ah ça par contre, Gruk il voulait pas laisser faire ça, hein. Pour une fois qu'il tombait sur des hommes qui se défendaient plutôt bien, ce serait bête de les laisser partir. Il ordonna même à Mignon de pas le toucher pour un peu plus de fair play. Le Squig, à l'air un peu déçu, savait quand il fallait pas contrarier un orc. Et c'était clairement le cas actuellement. Alors, un peu dépité, il alla jouer ailleurs avec un humain venant tout juste d'atterrir à une vingtaine de mètres. Quant à Gruk, son humain était vraiment insaisissable. Mais l'idée qu'une seule torgnole réglerait tous les comptes de toutes celles qu'il avait esquivées le fit sourire. Ah bah au bout d'un moment ça a pas manqué, il dégoupilla une grenade pour s'en servir de gourdin, et l'humain eut peur, paniqua et fit une erreur. Il put ainsi lui mettre un coup de poing surpuissant, l'envoyant voler sur plusieurs mètres. Et puisque c'est quand même chiant de devoir changer de prothèse de main tous les 4 matins, il décida de balancer la grenade par-dessus son épaule. Oh et l'explosion elle a fait un boucan de fou, c'était incroyable et le projeta sur 10 bons mètres en arrière. Bon par contre il avait quand même perdu connaissance, quoi, quelque chose comme 30 secondes. En se réveillant il reprenait ses esprits peu à peu et il analysa les dernières informations. Comment ça en arrière? Puis en voyant péter sa grenade devant lui, alors déjà il y a eu un bug de 5 bonnes secondes. Ensuite il s'est dit qu'il allait encore falloir passer chez les médicos pour récupérer des pieds. Et enfin il se rendit compte du trou qu'il avait dans le bas de son buste et comprit qu'une munition anti-char l'avait traversé. Aussi solide soit-il, ce petit jeu il allait finir par être mortel à ce rythme là. Pas que ce soit un vrai problème pour un orc, mais les humains de ce monde avaient montré qu'ils savaient se battre, alors ce serait dommage de louper la fête. Zagrok était sur eux le plus gros camion à la tête de la WAG, roulant en pleine bourre sur tout ce qui se présente face à eux, mais après les premiers combats ça devient de plus en plus difficile de trouver des hommes organisés pour opposer une vraie résistance. Même si la moitié des boys ils en faisaient qu'à leur tête, ils sont largement assez nombreux pour foncer tout droit sans se poser de questions. En roulant à travers ce combat mémorable, il riait aux éclats. Il avait pas lâché la gâchette de son flingue monté depuis 10 bonnes minutes et vit une position relativement fortifiée. C'est pas vraiment un défi, mais bon, il a pas besoin de plus pour foncer dessus. Les bougres, ils avaient quand même eu le temps d'installer des sacs de sable visiblement suffisants pour stopper la majorité des projectiles orques. Ah, sauf petite exception de cette roquette tirée par Enfeu Bork. Grâce à sa réflexion supérieure, Zagrok put remarquer que les hommes étaient en formation. Alors ça avait aucun sens selon lui, mais bon, leurs standards sont illogiques, alors ça l'étonne pas. Vous savez, après 2 minutes d'une pluie de projectiles pareil, leur camp ressemblait plus à grand chose. Et étonnamment, le seul truc qui tenait encore debout, c'était un mât avec un drapeau, une espèce de croix blanche sur fond rouge, même si elle semblait vouloir se détacher à chaque déflagration des kiboum orques. Alors qu'il leur fonçait dessus, Zagrok entendit un bruit qui lui glaça le sang. Clic, clic, clic. Il avait plus de balles. Profondément dépité, il se pencha pour demander à son pilote d'en mettre dès que cet avant-poste serait écrasé. Maintenant, en plan B, il attrapa son kikouf de l'époque où il était qu'un boy durant et se rappela avoir eu du mal à le soulever à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est à peine un cure-dent. Alors, plan C, il attrapa sa toute nouvelle arme fabriquée par les Mech Boys de tête qui tourne, le Mech Boys en chef. C'était un immense marteau avec un mini moteur warp installé à l'intérieur. En le soulevant, le démon accroché au marteau se mit encore à gémir et sans doute à maudire dans sa langue. Le bestiau a juste assez de liberté pour frapper, mais pas assez, normalement, pour tuer son porteur. Aussi Rouge Carnius, démon brandissait une épée flamboyante et arrêtait immédiatement ses jérémiades quand il tuait quelque chose, que ce soit avec son épée ou sa tête percutant une autre moins solide. Gregorovitch paniquait, il venait d'ordonner une frappe atomique, c'était son dernier recours si son convoi se faisait attraper.
Mais il n'avait pas prévu de recevoir des renforts pareils littéralement 2 minutes après avoir ordonné le tir de missile. Il avait réussi à contourner les procédures de tir grâce à des contacts haut placés. Mais maintenant, il le regrette amèrement. Il essayait de recontacter le site de tir, mais les ondes étaient brouillées. À ce stade, il priait juste n'importe quel lieu pour que son premier message n'ait pas pu atteindre sa destination. Quelqu'un ait le bon sens d'annuler son ordre. Quoi qu'il en soit, s'il veut avoir la réponse, il allait falloir survivre. Et la meute de Squeak en approche allait pas l'aider. Alors, sans réfléchir, il fonça vers le blindé le plus proche pour s'y réfugier. Mais combien de temps ça le protégera? Ça, c'est une bonne question. Dans les ruines d'une zone industrielle, des gravats, des cendres, des échos de canon, le caporal Shen tient une position avancée avec son escouade, abritée derrière une vieille excavatrice. Dans cette petite ville russe à 10 km du cœur des combats, fusil à pompe dans une main, cocktail molotov dans l'autre, il attend. Les grottes arrivent par vagues. Ils crient, sautent, se prennent les pieds dans les barbelés. Feu à volonté, hurla-t-il. Un jet de flamme, un hurlement d'orque, le ciel s'assombrit sous la fumée. Mais soudain, un rugissement. Pas un cri, un moteur. Un truc orque blindé déboule, écrase les sacs de sable, pulvérise un drone de reconnaissance et fonce droit vers Shen. Il a tout juste le temps de sauter. Le truc passe sur deux de ses hommes, fait un demi-tour dérapé digne d'un film, puis un homme sorti de l'engin, en feu et rugissant de bonheur. Le reste, tout le reste, n'est que flammes, tirs croisés et hurlements. Jeff Quick avec 2K était un grotte des plus téméraires. Il volait au-dessus du champ de bataille avec sa fusée accrochée sur son dos. En temps normal, les orques s'amusaient à essayer de le brûler, mais ils étaient bien tous trop occupés par la baston. Alors, tout peinard qu'il était, il pouvait profiter du spectacle et des sensations. Volant haut, très haut, plus il montait, plus les orques devenaient petits. Même plus petits qu'un grotte. C'était une sensation de liberté et d'invincibilité qu'il n'avait jamais ressentie. Et c'était trop bien. En cet instant, pour rien au monde, il n'échangeait sa place avec un orque. Les NAS, soldats suisses, tenaient un avant-poste de sacs de sable et de véhicules blindés servant de tourelles de défense. La fumée de la guerre arrivait sur eux tel un nuage toxique. Mortel? Non, en tout cas en théorie. Mais en revanche, le moral en prenait toujours un coup. Déjà qu'il n'est pas bien élevé, elle aperçut un soldat prendre ses distances avec une discrétion très relative. Mais est-ce qu'elle pouvait vraiment lui en vouloir? En face d'eux, un 150 tonnes orque lancé à 200 km/h leur arrivait dessus. Ah clairement, la seule raison pour laquelle elle n'avait pas déjà rejoint, c'est qu'elle pensait avoir aucune chance de se carapater. Tirant dans le tas, plus de peur que d'espoir d'arrêter l'engin, et comme si ça suffisait pas, il y avait des milliers d'orques qui suivaient ce truc. Des masses vertes, musculeuses, recroquevillées sur elles-mêmes, bardées de plaques de métal et de pics, des crocs, et parfois même des crânes. En rechargeant, elle vit deux soldats se faire pocher pendant qu'ils essayaient d'installer une mitrailleuse. Les uns après les autres, les soldats tombaient, les véhicules explosaient, et comme si ça suffisait pas, ces tympans lui faisaient mal. Cette déferlante, elle lui déchirait les oreilles malgré ses protections auditives. Plus les orques s'approchaient, plus les tremblements de la terre s'accentuaient. Elle suait à grosses gouttes, autant à cause du stress que les murs de flammes commençaient à encercler leur position. Le temps d'un instant, elle crut que ça allait les sauver. Mais non, clairement, les orques traversaient en riant, même si ça leur grillait un peu la couenne. Plus ils avançaient, et plus elle se demandait comment on pouvait juste arrêter un tel déferlement de folie pure. Le champ de mine placé à l'avance, ils ont même pas remarqué les pertes. Les barbelés, ils sont passés à travers. Les snipers, ils les remarquent même pas. La dizaine de chars sur leur position avaient beau envoyer toutes leurs munitions, ça changeait pas grand chose, ils se faisaient détruire un par un, et les orques continuaient à avancer. À peine eut-elle fini de recharger qu'elle se releva, pour se faire percuter par un orque à moitié en feu à accrocher une fusée. Se rendant compte qu'elle était emportée par la bête, elle regarda la source d'une douleur aiguë. L'énorme croc de la bête se perdait dans son ventre, son kevlar perforé. Elle hurla alors qu'elle était emportée par la bête complètement extatique. Son arme tomba, elle essaya de se débattre, se rendant compte que l'orque fonçait tout droit, prenant à peine conscience de sa présence sur sa dent. Dans un moment pareil, elle eut tout de même la présence d'esprit de récupérer son couteau dans sa botte. Elle planta l'orque. Encore. Cette fois, il s'en rendit compte et secoua la tête pour se débarrasser de la mouche qui avait coincée entre les dents. Lena se réveilla, du sang sur le visage, la visu embrumée, l'air était chargé de fumée et de sang, presque irrespirable, à moins que ce soit la masse ensanglantée reposant sur elle et ses poumons qui l'empêchaient de respirer. L'orque avait enfin cessé de bouger, sa fusée à moitié explosée. Elle était affalée contre un tank, la tête de l'orque en partie incrustée dans son blindage. Heureusement pour elle, elle avait eu la chance de pas le percuter de plein fouet, sinon elle serait sans doute plus là pour sortir le croc de la bête dans son bide. En se concentrant sur son environnement, elle se rendit compte que tout autour d'elle, un silence, presque inquiétant après ce qu'elle venait de vivre, venait de s'installer. En fait non, c'était pas un silence, plus un sifflement, une vibration. Après 30 secondes à reprendre ses esprits, elle comprit qu'elle avait des acouphènes. Au bout de 2, 3, 5 minutes, la notion du temps était devenue très floue pour elle. Les acouphènes commençaient à disparaître, et le sifflement était très rapidement remplacé par les crépitements des flammes et les cris des blessés. Le camp n'était plus qu'un champ de ruines, une désolation stérile. Comme partout où passent les orques, derrière eux, ils laissent un sillage de sang et de flammes. Des survivants, oui, mais dans quel état? Aucun d'eux s'était arrêté pour l'achever, mais elle pourra s'estimer heureuse si elle survit à ses blessures. Pour calmer la douleur, elle prit des antidouleurs et essaya de se dégager une fois qu'ils ont fait effet.
Mais subitement, elle perçut quelque chose, ou quelqu'un, qui titubait à quelques mètres d'elle. Alors, elle essaya de l'appeler, espérant qu'il soit en assez bon état pour l'aider. Tentant toujours de se dégager, elle appelait toujours plus fort. Elle appelait encore et encore. Et malgré les antidouleurs, retirer ce croc et les éclats de Kevlar coincés dans son ventre allait être un vrai calvaire. Elle reporta son attention sur sa blessure en attendant que l'autre daigne ramener ses fesses. Mais alors qu'elle pensait que sa situation pouvait pas empirer, son sang ne fit qu'un tour. La personne proche s'était écroulée d'un coup, comme si on avait coupé les ficelles d'un pantin. Puis, un pas, deux pas, et un troisième dans sa direction. Massif, mais traînant, ceux d'un orc. Chaque pas faisait bondir son cœur. Alors qu'elle était à moitié ensevelie sous les restes du Shockboy, un visage vert, anguleux, presque carré, la gueule remplie de crocs faisant la taille de sa main pour les plus petits. Des petits yeux transpirant la violence se posèrent sur elle. Cette bête était même entourée d'une espèce d'aura électrique. Elle sentait ses cheveux se tendre petit à petit plus il s'approchait. Enfin, la créature eut un sourire satisfait et tendit la main pour l'attraper. La pince, un orc des Death Skull ayant chapardé d'une pince énergétique d'où son nom, était dans une situation assez compliquée. Le pionnage des hommes était en train de pulvériser les orcs sur ce flanc de la baston, et il s'y trouvait. Ni une ni deux, il fonce vers un camion stupidement laissé à l'arrêt, sauta par-dessus les deux boys morts collés contre son flanc, arrivé à hauteur de la cabine, il ouvrit la portière pour en toucher deux mots au conducteur. Ce dernier ne fut pas très attentif, il y avait déjà trop de trous d'aération dans cet orc pour lui faire entendre raison. La pince démarra son nouveau camion personnel et prit rapidement ses marques. 5 secondes plus tard, il fonça direct sur les positions des hommes. Des boys s'accrochèrent, et pouf! En moins d'une minute, ce véhicule venait de recevoir un tout nouvel équipage. Ils foncèrent à toute berzingue, la pince à la tête d'un convoi dont ils n'avaient aucune idée de la taille, mais sans aucun doute largement suffisant pour anéantir ces hommes. Malgré l'effet de la vitesse, il vit quelque chose de gros dans leur position. Un tank Zom, un machin plat et pas bien épais, le canon pointé dans sa direction. Il accéléra toujours plus vite. Pas assez vite mon gros, riait-il. Rien que pour sa lenteur il voulait se le faire et poussa le moteur au-delà de son maximum. Soldier, un orc d'Egoff, brutal et rusé, avait un gros marteau appelé Necro Smasher. Il s'en servait pour éclater des caberlots, comme pour cet homme à moitié aplati à ses pieds. En le regardant de plus près, il remarqua que ce boug avait une espèce de lance-roquette à 4 tubes. Alors pour tester, même si le machin devait être sans doute fragile, il ramassa le fourbi et observa autour de lui. Il se rendit compte que personne n'avait attendu et que la mêlée s'était déjà déplacée de 100 bons mètres. Alors, une idée traversa son esprit. Il grimpa sur la carcasse du camion le plus proche, sauta, tira sous ses pieds. Alors effectivement, il fut projeté, même dans la bonne direction en plus. Mais, comment dire, pas entier. La pilote d'avion de chasse allemand Ava commença à paniquer. Elle ne voit plus rien en dessous d'elle, que de la fumée noire et des colonnes de flammes. Le cockpit est devenu une vraie fournaise, les alarmes lui vrillent la tête, les écrans clignotent en rouge, et un pan entier de l'aile gauche s'est fait grignoter par un tir de roquette orc mal ajusté, mais foutrement efficace. Elle a beau tirer sur le manche, le typhon descend trop vite, bien trop vite. Ça fait 30 secondes que sa radio crépite, et finalement explose sous une étincelle. Alors, elle déverrouilla l'écoutille d'urgence. Elle se redressa, gaina tout son corps, inspira profondément. 1, 2, 3, elle déclencha le siège éjectable. Imaginez vous prendre un énorme gant de boxe pleine face. C'est une vague idée pour décrire le choc de la dépressurisation. Mais une fois le parachute déclenché, elle se sentit apaisée. Même si elle savait que ça durerait pas, c'est la première fois depuis le début de cette bataille qu'elle pouvait souffler. Le reste de la journée serait voué à essayer de s'extraire, mais ici, en suspension dans les airs, le temps semblait s'être arrêté, une paix relative alors que ses camarades étaient engagés dans un balai mortel avec les Dakajet orcs, bien plus lents mais robustes. Les orcs avaient le nombre, eux la vitesse. Pour vous dire, elle en avait eu plus d'une vingtaine avant d'être abattue. Et grâce aux efforts des différents pilotes, le ciel était plus ou moins sous leur contrôle. Au moins ici les humains remportaient la victoire. Mais qu'en était-il au sol? Ça c'est une bonne question qu'elle allait découvrir. L'herbe était asséchée, craquant sous ses bottes. Dans son casque, la respiration était difficile. Pour la symbolique, elle sortit son pistolet, mais avait peu d'espoir de calmer un orc avec ça. Elle repéra une forêt à 300 ou 400 mètres, et heureusement pour elle, elle avait atterri dans une zone excentrée des combats. Sans pour autant baisser sa garde, elle prit la direction de son potentiel refuge. Mais à peine eut-elle marché 50 mètres qu'une bande de grottes, ces espèces de petits pots verts sournois arrivaient sur son site d'atterrissage. Une petite dizaine d'êtres maigrichons armés de surins et de pistolets. Ils pouvaient être autant dangereux par leur nombre que par leur stupidité en attirant des gros problèmes comme un orc. Elle recula doucement, essaya de se trouver une cachette. A-t-elle fait un bruit? Sans doute non, le hasard est le meilleur ami des orques. Ils se jaugèrent, puis elle commença à courir. Le T-90 rompit comme une bête blessée, chaque secousse fait cliqueter les obus dans leur rack. La visée thermique est morte, la tourelle tourne avec 2 secondes de délai, et la radio capte des ordres contradictoires du commandement. Mais Boris Petrovski, tankiste vétéran, continue à pulvériser des orques à la chaîne. Le reste de son équipage est mort ou blessé, alors, une main sur le manche, l'autre sur le canon coaxial, il vise. Boum! Un obus déchire un Big Mac dans son camion de fortune. Une grenade orque rebondit sur la tourelle.
Il se mit à ricaner. Si c'est avec ça qu'il compte passer son blindage, il s'attendait à pire. Il tourne la tête, l'écoutille arrière pourtant verrouillée et arrachée à main nue. Une silhouette énorme, verte. Je suis un tente de cambouis et de sang humain saute dans le tank. Un cri, un feu et un geyser de sang contre le périscope. La tourelle s'arrête, le moteur cale. Silence. Puis dans le micro du tank. Struc, c'est moi qui le conduis maintenant. Wouak. Berdimir Poutus courait dans les couloirs du bunker présidentiel. Et il devait arrêter ça à tout prix. Gregorovitch pensait être foutu. Il pouvait pas savoir qu'une coalition de circonstances avait été créée pour stopper les orques. Et encore moins qu'il déciderait de l'utiliser comme appât. En revanche, bordel, à quel moment cet abruti a pu avoir le droit de demander une frappe atomique? Ah, pour Poutus, ça faisait bien longtemps qu'il n'avait pas tapé un sprint pareil. Clairement, si ce missile part, ce sera un désastre absolu. Et il lui faut encore 30 mètres pour atteindre la salle de commandement afin d'annuler l'ordre. Il priait tous les dieux de cette planète que le missile soit pas déjà parti. Et aura-t-il le temps d'annuler l'ordre? Ça, il ne peut que l'espérer.